Alors hello à tous, on va commencer du coup la correction du thermo. J'espère que c'est bien allé pour tout le monde et que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. Là l'objectif c'était vraiment de vous proposer des exercices qui reprenaient vraiment les grands points clés de votre cours pour bien voir les formules super importantes à connaître pour l'examen et à bien savoir appliquer. Donc le premier exercice c'était un petit peu une introduction à la thermodynamique. Et là, comme je l'ai déjà dit, l'objectif c'était vraiment de faire des grands rappels de cours pour bien voir justement toutes les choses absolument indispensables pour l'examen. Donc en fait l'exercice il se présentait sous la forme un petit peu un arbre de décision qui reprenait les grandes étapes que vous devez respecter quand vous êtes face à un exercice de thermo. Donc vous avez déjà dû vous en rendre compte pendant les séances du tuto, mais un exercice de thermo, il se présente très souvent sous la même forme et c'est un raisonnement qu'on retrouve très souvent. Et donc là, en fait, on a vraiment voulu vous donner tous les points importants pour oublier aucune étape. Donc quand vous avez un exercice de thermo, très souvent, on va vous demander de calculer la variation d'une fonction d'état quand il y a un changement de température. Donc déjà, la première chose à faire quand vous êtes face à un exercice, ça va être de contrôler que votre réaction elle est bien équilibrée. Donc pour ça, ça va être super important de bien vérifier vos coefficients stoichiométriques pour voir justement si la réaction est équilibrée. Très souvent, on vous donne la réaction, mais voilà, toujours pareil. Moi, je me souviens d'une année où le professeur Cavalli avait justement parler d'une réaction dans un énoncé, il parlait il me semble d'une combustion, mais il n'avait pas donné la réaction directement écrite, donc voilà, soyez pas étonnés si parfois c'est à vous d'écrire la réaction. Donc première étape, quand vous êtes face à une réaction chimique, on vérifie toujours que la réaction est équilibrée. L'étape 2, elle est importante aussi, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu dur de garder en tête pourquoi est-ce qu'on fait plein de calculs, mais voilà, c'est bien et c'est important de bien comprendre à quoi correspondent les paramètres que vous allez devoir calculer en QCM. Souvent, ça aide à comprendre et à interpréter les résultats. Donc là, encore une fois, on a fait des gros rappels sur ce qu'était une fonction d'état. Ça, on l'a déjà dit beaucoup de fois en séance, mais je pense que c'est super important de bien insister dessus pour pas qu'il y ait de problème. Mais voilà, donc la fonction d'état qui était associée au désordre, c'était bien l'entropie. Donc super important à connaître et à mémoriser. La fonction d'état associée au dégagement de chaleur, ça va être l'enthalpie. Et la fonction d'état associée à la spontanéité de la réaction, ça va être l'enthalpie libre. Donc voilà, retenez vraiment bien ces trois notions, ces trois fonctions d'état, et faites vraiment bien la différence entre les trois justement, parce que ce sont elles qui vont permettre en fait justement de bien interpréter les résultats après les calculs. L'étape 3, l'objectif c'était un petit peu de rappeler ce qu'était une fonction d'état, parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on emploie souvent, mais toujours important de bien savoir ce que ça veut dire. Donc une fonction d'état, en fait c'est une grandeur qui va permettre de définir l'état d'équilibre d'un système thermodynamique. Et donc la variation d'une fonction d'état au cours de réaction, elle va dépendre uniquement de l'état initial et de l'état final de votre réaction, peu importe le chemin qui est suivi pendant cette réaction. Vraiment, on se base seulement sur l'état initial et sur l'état final, et non sur le chemin suivi. Donc retenez vraiment ça, c'est super important. On vous demandait de trouver quelques exemples de fonctions d'état. Donc encore une fois, on réinsiste là-dessus, mais on retrouve du coup l'entropie, l'enthalpie libre, l'enthalpie, et on a aussi l'énergie interne, qui est bien une fonction d'état, mais qu'on utilise beaucoup moins, on vous demande très rarement de la calculer en première année. Je vous demandais aussi deux contre-exemples de fonctions qui ne sont pas des fonctions d'état. Donc important à se souvenir aussi, mais la chaleur et le travail par exemple ne sont pas des fonctions d'état. Ensuite, petite question, toujours dans cette étape numéro 3, lors d'un changement de température, pourquoi faut-il toujours vérifier que la fonction impliquée est une fonction d'état? Et bien justement, c'est pour pouvoir appliquer les grands principes de thermodynamique que vous avez dans votre cours. Vos principes, vous pouvez les appliquer seulement si vous avez bien une fonction d'état, donc c'est pour ça que c'est toujours important de bien recontrôler qu'on vous demande bien de calculer une entropie, une enthalpie libre. L'étape 4, c'est une des étapes vraiment la plus importante
Mais vous allez devoir toujours contrôler quand vous êtes face à un exercice de thermo et toujours bien regarder que les éléments de votre réaction subissent ou... Il va toujours falloir contrôler si les éléments de votre réaction subissent un changement d'état lors du changement de température. Donc, dans un exercice, vous allez avoir des données qui peuvent vous indiquer que justement certaines espèces changent d'état. Donc par exemple, on va pouvoir retrouver la température de fusion ou la température d'évaporation. Donc voilà, ces deux paramètres-là, ils peuvent indiquer que, eh bien justement, il peut y avoir une espèce qui était à un état, je dis n'importe quoi, par exemple à un état gazeux et qui, lors du changement de température, va passer à un état liquide ou inversement. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de bien lire vos énoncés, de bien regarder si on vous donne des informations justement sur cette température de fusion ou température d'évaporation. Dans le cas d'un changement de température sans changement d'état, du coup, pour calculer une variation d'une fonction d'état, on va pouvoir utiliser la loi de Kirchhoff. On pourrait aussi utiliser un cycle de Hess, mais le cycle de Hess, ça va être beaucoup plus long parce qu'il faut passer par plein de petites étapes. Donc vraiment, retenez que si on doit calculer une variation d'une fonction d'état lors d'un changement de température, on va directement appliquer la loi de Kirchhoff. Vous allez gagner du temps, ça va être beaucoup plus rapide et normalement vous avez toutes les formules dans votre cours et on va les détailler plus tard, donc ça ne posera pas de problème. Par contre, dans le cas d'un changement d'état lors d'un changement de température, là, on ne pourra pas utiliser la loi de Kirchhoff, on sera obligé de passer par un cycle de Hess et bien faire chacune des étapes. Donc ça, c'est beaucoup plus rare en exercice parce que le cycle de Hess, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de temps et beaucoup plus de calculs. Donc c'est beaucoup plus rare qu'on vous demande de calculer ça, mais voilà, important à bien... Enfin, c'est super important de savoir que ça existe. Normalement, vous avez un exemple dans votre cours, mais voilà, normalement, dans la plupart des cas, on restera très souvent sur une loi de Kirchhoff. Et donc du coup, ce cycle de Hess, il découle directement du premier principe de thermodynamique, et c'est pour ça que c'est toujours important de vérifier qu'on est bien face à une fonction d'état. L'étape 5, et bien justement, elle consiste en l'interprétation des résultats selon le signe des grandeurs obtenues. Donc vous allez voir que parfois, vous allez par exemple faire des fautes de calcul, mais le signe obtenu de votre calcul, de votre résultat sera le bon. Et donc, même si vous n'avez pas forcément la bonne donnée numérique, vous allez quand même pouvoir interpréter votre résultat. Donc il y avait un petit tableau à remplir qui est assez important à connaître. Mais voilà, la variation d'entropie, on a eu la question aussi plusieurs fois en colle, elle peut être inférieure à 0 dans des cas très particuliers que Émile vous détaillera dans l'exercice suivant. Mais c'est possible que la variation d'entropie soit inférieure à 0. La variation d'entropie, elle est également supérieure à 0 dans le cas d'un système isolé. Et votre variation d'entropie, elle peut aussi être égale à 0. Et c'est pour ça, et le professeur Cavalli a insisté dessus, c'est pas vraiment juste de dire qu'il y a toujours création d'entropie, parce que justement, si la création d'entropie est égale à 0, eh bien justement, il n'y a pas forcément de formation d'entropie. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu la question plusieurs fois de savoir si c'était bien vrai qu'il y avait toujours création d'entropie. Donc non, justement parce qu'il y a un cas particulier quand c'est inférieur à 0, et justement votre entropie peut être égale à 0. Pour la variation d'enthalpie, elle va directement vous donner le dégagement de chaleur de votre réaction. C'est-à-dire que si la variation d'enthalpie est inférieure à 0, c'est-à-dire que votre réaction, elle est exothermique, c'est-à-dire que votre réaction, elle va libérer de la chaleur. Si votre variation d'enthalpie, elle est supérieure à 0, on parle de réaction endothermique, c'est-à-dire que votre réaction, elle va absorber de l'énergie, elle va garder de l'énergie pour elle. Et si votre variation d'enthalpie, elle est égale à 0, c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une réaction athermique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'échange de chaleur. Pour la variation d'enthalpie libre, donc la variation d'enthalpie libre, elle va permettre de donner le caractère spontané ou non d'une réaction. Donc si votre variation d'enthalpie libre, elle est inférieure à 0, votre réaction, elle va être spontanée.
c'est-à-dire qu'elle est thermodynamiquement favorable. Si votre variation d'enthalpie libre est supérieure à 0, votre réaction elle sera non spontanée. Et si votre variation d'enthalpie libre est égale à 0, eh bien vous aurez une réaction à l'équilibre. Donc ça c'était vraiment important pour bien faire des grands rappels sur ce qui est à savoir pour les fonctions d'état. Et donc c'est pareil, vous allez voir que parfois en QCM on n'a pas toujours le temps de faire tous les calculs, mais interpréter les résultats seulement à partir des signes, on peut quand même réussir à répondre à certaines questions. Donc je vous laisse avec Émile qui normalement a fait tout un exercice qui était en lien avec ces petits arbres, avec cet arbre de décision pour montrer comment on pratique et comment on peut utiliser les formules appliquées à toutes ces définitions. Bonjour à tous, alors c'est Chopardinho, référent UE1 au premier semestre et référent UE6 au second semestre. Et on se retrouve pour compléter l'introduction sur la thermodynamie. On va donc prendre une réaction et appliquer les étapes que Cam vous a dit précédemment. Donc notre réaction, vous pouvez la voir ici, c'est du dichlorure et du dihydrogène qui vont réagir pour former deux molécules de chlorure d'hydrogène. On nous donne quelques données en plus qui nous serviront plus tard. On va commencer par l'étape 1. L'étape 1, comme Camille nous l'a dit, c'est vérifier les coefficients stoichiométriques de la réaction. C'est rien d'aussi simple, surtout avec la réaction que j'ai prise, que j'ai choisie. Il faut bien regarder qu'on a deux chlores et deux hydrogènes de chaque côté de la réaction. Et c'est le cas. Donc pour comprendre comment ça marche, je vous ai concocté des définitions, des informations concernant ces paramètres sous forme de texte à trous. Et on va répondre à ce texte à trous. Je vais juste donc lire les phrases en entier. Vous compléterez sur votre feuille les textes à trous. Alors concernant l'enthalpie. L'enthalpie est apparentée à l'énergie d'un système thermodynamique, qui peut être vulgarisé par la chaleur dégagée d'un système. En gros, on a un système, ce système va être actif, il va relâcher de la chaleur, et on peut apparenter ça à l'enthalpie. C'est un peu vulgarisé cette manière de dire, mais ça vous permet d'avoir une idée de ce que peut être l'enthalpie, parce que c'est une notion assez abstraite. Elle est notée H. Sa formule est H est égal U plus PV, avec U qui est égal à l'énergie interne du système. Il s'agit d'une fonction d'état. L'enthalpie fait référence à une énergie. Son unité est le joule dans le système international. L'enthalpie d'une réaction chimique s'exprime généralement en kilojoules par mol. Donc faire attention, comme ce sera des kilojoules, toujours faire attention à remettre en joules, c'est-à-dire quand on a 100 kJ, ce sera égal à 100 000 joules. L'enthalpie H n'est pas connue car elle dépend de l'énergie interne, dont la valeur ne peut être déterminée. On ne peut donc avoir accès qu'à des variations d'enthalpie H, delta H. Donc il y a il y a quelques exceptions, par exemple l'enthalpie libre peut être connue dans certains cas, mais en thermodynamie, on va surtout s'intéresser à delta H, comme le dit celle de la phrase précédente. Pour les processus effectués à pression constante, la variation d'enthalpie correspond à la chaleur absorbée pour rester à température constante. Donc voilà la définition de variation d'enthalpie. Donc c'est la chaleur absorbée ou dégagée par le système pour que la température reste constante. Alors qu'est-ce que c'est la température? Qu'est-ce que c'est la chaleur? La température est une mesure de l'énergie cinétique des molécules d'une substance, tandis que la chaleur est l'énergie transférée entre deux objets. L'enthalpie va déterminer si oui ou non la réaction libère de l'énergie ou si elle en absorbe. Du coup. Delta H est positif dans les réactions endothermiques, donc qui absorbent la chaleur, et négatif dans les réactions exothermiques, donc qui relâchent de la chaleur, à bien connaître. Concernant l'entropie maintenant.
L'entropie caractérise le degré de désorganisation ou de désordre d'une substance dans un système. En gros, l'entropie, si vous voulez avoir une idée en gros de ce que c'est, dans un système chaud avec de la chaleur, pour que vous puissiez visualiser, on a deux cases, une case avec des molécules à basse entropie, basse chaleur, généralement c'est lié, et une cuve avec une entropie élevée, donc souvent il y aura de la chaleur, la température pourra être haute, ça dépend. Ouais. Dans la cuve où l'entropie est haute, toutes les molécules vont se taper. Dans la cuve où où l'entropie des molécules est haute, toutes les molécules vont partir dans tous les sens, elles vont se taper entre elles, etc. Alors que dans la cuve où l'entropie est basse, les molécules seront lentes, assez stables sur leur position. Donc voilà à quoi correspond l'entropie. Le second principe de thermodynamique introduit la notion d'irréversibilité des phénomènes physiques. Cette irréversibilité est représentée par la fonction entropie notée S, qui est une fonction d'état. Toute transformation d'un système va engendrer une création d'entropie globale, à bien comprendre. Donc si on suit ce principe, l'entropie d'un système isolé, qui n'échange ni matière ni énergie sous quelconque forme, ne peut pas diminuer. Elle augmente lors d'une transformation irréversible ou reste constante si la transformation est réversible. À bien comprendre, à bien connaître. La diminution d'entropie dans un système non isolé, cette fois, est possible. Pourquoi? Si l'entropie augmente dans un système non isolé, mais que le système extérieur, l'entropie est beaucoup plus basse, alors l'entropie va s'échapper du système non isolé pour aller dans le système extérieur, qui du coup fera diminuer l'entropie du système non isolé. Maintenant, on va parler de l'enthalpie libre. Alors l'enthalpie libre est notée ΔG. C'est aussi une fonction d'état et c'est une notion qui est appropriée pour l'étude des équilibres chimiques réalisés à température T et à pression P constante. En effet, du coup, ΔG, on peut vulgariser ça en disant que c'est un potentiel énergétique qui, en fonction de s'il est moins inférieur à 0 ou supérieur à 0, ce potentiel va déterminer la distance de la réaction par rapport à son équilibre. La variation d'enthalpie libre prend en compte l'entropie et l'enthalpie du système. Elle va déterminer la spontanéité d'une réaction. Une réaction est spontanée si la réaction est avantagée d'un point de vue thermodynamique, c'est-à-dire si le système, par la réaction, tend vers un état plus stable. Si ΔG est inférieur à 0, la réaction est dite spontanée. Si ΔG est supérieur à 0, la réaction est dite non spontanée. Et enfin, si ΔG est égal à 0, la réaction est stable, vu qu'il n'y a pas de potentiel pour arriver à cet état de stabilité. Et donc la réaction est dite à l'équilibre, pardon. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir par rapport à l'enthalpie libre, c'est cette notion de spontanéité ou non. Du fait de sa relation, son unité dans le système international est le joule, sa relation étant G est égal H moins TS. Passons à l'étape 3 et 4. Maintenant que nous connaissons nos paramètres, on va nous demander de calculer la variation d'une fonction d'état lors d'un changement de température. Donc jusqu'à là, vous avez déjà vu ça en colle, vous le verrez. Mais c'est bateau, on va demander du coup une variation de fonction d'état lors d'un changement de température, donc on va nous demander un delta. Un delta X, le X représentant soit l'entropie, soit l'enthalpie libre, soit l'enthalpie directe. Ce qui est bon à préciser, c'est si la réaction va avoir ou pas un changement d'état. Alors si elle a un changement d'état, ou non, la formule changera. La formule la plus adaptée au calcul de cette variation changera. Donc, quelle loi de thermodynamique utilisera-t-on pour calculer la variation d'une fonction d'état lors d'un changement de température sans changement d'état? Sans changement d'état, la loi que l'on utilise, c'est la loi de Kirchhoff. Sa formule est juste ici. Elle permet d'exprimer la variation d'énergie interne, d'enthalpie standard de réaction ou d'entropie standard de réaction en fonction de la température. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le delta X. Ça aurait pu être un delta H ou un delta S, par exemple.
Mais bon, la formule, comme on peut la voir ici, n'est pas forcément applicable, elle est compliquée. C'est inutilisable. C'est pour ça, avec quelques règles mathématiques, on peut la modifier et obtenir la formule qui est en bas. Et c'est cette formule qu'il faudra retenir et utiliser au partiel et en colle. B. Quelle loi de thermodynamique utilisera-t-on pour calculer la variation d'une fonction d'état lors d'un changement de température avec changement d'état? Alors cette fois-ci, c'est la loi de S. La loi de S, c'est très long. Non, c'est plus long que la loi de Kirchhoff, mais c'est une loi qu'on rencontre quand même très peu, en tout cas beaucoup moins que la loi de Kirchhoff. Donc, pour appliquer la loi de S, il faut qu'il y ait un changement d'état. Comment on remarque un changement d'état? Il faut regarder l'énoncé, s'il y a du coup un changement de température, il faut regarder l'énoncé si jamais on a une température d'ébullition qui est donnée, une température de fusion par exemple, ou si on nous dit directement dans l'énoncé qu'on a une molécule d'eau qui passe de 90 degrés à 110, on va comprendre du coup qu'il y aura un changement d'état. Voilà, c'est tout bête. Et comment on utilise cette loi de S? Je ne pense pas qu'il faut le savoir, comment utiliser la loi de S. Je pense qu'il faut juste savoir quand il faut l'utiliser. Mais si jamais, voilà quelques petites explications que vous pourrez retrouver sur la correction sur le drive, elles y seront aussi. Comment on utilise la loi de S, c'est pour votre culture G si jamais. C. Pour appliquer vos formules, vous aurez besoin de certaines valeurs que vous n'aurez pas forcément. Elles s'obtiendront à l'aide de calculs à faire au préalable. Remplissez les formules dans les fonctions suivantes. C'était l'exercice. Donc, comme je vous ai dit, il y avait la loi de Kirchhoff qu'on a vu précédemment. Et il y avait pas mal de caractéristiques, dont le delta Cp. Le delta Cp correspond à la différence de capacité calorifique de la réaction. Et donc, la formule de la différence de capacité calorifique s'affiche ici. Coefficient stoichiométrique. Il faut bien prendre en compte que c'est une soustraction avec les produits à gauche et les réactifs à droite. On nous demande aussi dans la loi de Kirchhoff un delta H ou un delta S qui se calcule de la même manière que le delta de capacité calorifique. Donc toujours faire attention au coefficient stoichiométrique et au fait que la soustraction comporte à sa gauche les produits et à sa droite les réactifs. Et ensuite on a la formule de delta enthalpie standard qui est égale donc à la delta enthalpie moins la température fois le delta entropie. Ou alors, on peut avoir dans d'autres situations que vous verrez dans cette D, on peut avoir besoin de cette formule qui est delta enthalpie est égal moins R fois T fois ln de K. Le J vous l'expliquera plus précisément à la fin de l'ED. Maintenant qu'on est arrivé ici, on va voir si vous savez utiliser ce qu'on a vu. Donc je vous demande de calculer la variation d'enthalpie de la réaction, celle qui a tout en haut de l'exercice, sans changement d'état avec T2 est égal 498 Kelvin. Donc à un changement de température sans changement d'état. Comme je vous l'ai dit précédemment, quand on n'a pas de changement d'état, on utilise la loi de Kirchhoff. Donc on a juste à remplir notre formule parce que toutes nos données sont dans l'énoncé. Et on obtient moins 182 000 joules par Kelvin par mol moins 1. Ensuite, je vous demandais de calculer delta G standard à T1. Donc là, il n'y a pas de changement de température, on veut juste savoir delta G. Donc pour delta G à T1, c'est égal à delta H fois moins T et delta S est égal à moins 188 940 joules par Kelvin par mol. Maintenant, on passe à l'étape 5. Donc l'étape 5 du tableau de Camille qui était vu précédemment dans l'introduction de l'ED. L'étape 5 concerne l'interprétation des résultats. Alors quand on a étudié les paramètres, on a vu que certains paramètres servaient à la notion de réversibilité, notion de spontanéité ou alors d'exothermie, de relâchement de chaleur ou d'absorption de chaleur. Donc je vais vous demander, à T1, la réaction est exothermique, vrai ou faux? Il fallait mettre vrai, car à T1, delta H est négatif. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il faut connaître ces paramètres. Quand delta H est négatif, c'est-à-dire que notre réaction est exothermique, elle relâche de la chaleur.
Donc, à T1, la réaction est exothermique, c'est vrai. Donc, à T1, la réaction est endothermique, c'est faux. Pour les deux prochaines propositions, c'est la même réflexion. C'est à T2, la réaction est exothermique, c'est vrai. On a calculé auparavant delta H T2 et la réaction est bien exothermique. Du coup, car delta HT2 est négatif. Même raisonnement pour AT2, la réaction est endothermique, c'est faux. Ensuite, on a AT1, la réaction est spontanée, c'est vrai, car on a un delta G T1 qui est négatif, donc qui veut dire que la réaction est spontanée. À T1, la réaction est non spontanée, du coup, même raisonnement, c'est faux. Donc j'espère que cet exercice vous aura permis de comprendre les bases de la thermodynamique. Maintenant, je vais vous laisser avec les autres tuteurs de la team et ils vont vous faire des exercices de base qui peuvent tomber en partiel ou dans nos prochaines colles. Merci de votre attention et à bientôt en colle. Ok, du coup, notre exercice, on a notre cher ami en passe, Salakis, qui voulait se purifier le gosier avec de l'eau de Javel, sauf que c'était une mauvaise idée. Et du coup, on a notre réaction qui est ici, hop, avec du dichlore et de la soude. Et du coup, notre première question était comment est-ce qu'on va calculer l'entropie, ok? L'enthalpie, pardon. Donc du coup, l'enthalpie, notre formule, ça va être prendre l'enthalpie de tous les produits, hop, ici on a tous nos produits, on va les grouper ici, hop, on a NaCl, NaClO et H2O, ici, hop, moins l'enthalpie totale des réactifs, donc des 2 Cl et du 2 NaOH. Attention à bien mettre les chiffres stoichiométriques devant vos réactifs. Et puis après, un truc qui est très important aussi, c'est à bien regarder ici dans quel état c'est, si c'est solide, liquide, gazeux. Donc à savoir que quand c'est solide, c'est pas à prendre en compte. Okay. Du coup, on prend cette réaction-là, on va remplacer nos numéros du coup. Alors, on avait delta H de NaCl, c'est moins 55, on se remet dans le tableau ici, hop, tac. Pareil, on remplace tous les numéros ici, il faut bien faire attention à mettre le moins. Toujours les produits, moins les réactifs. Et ça va nous donner moins 320 kilojoules par mol, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique ça? Ça nous indique que, vu que l'enthalpie elle est négative, ça veut dire que c'est une réaction qui est exothermique. Okay. Ici, on voit qu'elle est en kilojoules, ce qui veut dire que c'est énorme. Donc, c'est une réaction qui est très exothermique. Okay. Voilà. Donc, on va passer à la 2. On calculait notre entropie. Donc, pour l'entropie, c'est pareil en fait que l'enthalpie, sauf que en fait, c'est un S. Hein. C'est toujours les produits ici, hop, moins les réactifs. Donc on remplace ici nos valeurs, hop, qui sont ici, moins 67, moins 200, 33, etc. Toujours attention à bien mettre le signe moins entre les produits moins les réactifs. Et donc ça va nous donner moins 40 joules par mol par Kelvin. Faites bien attention aux unités, à bien regarder en quoi c'est au début. Hein, ici, c'est indiqué dans votre tableau que vous avez dans le sujet. On ne l'a pas mis nous, mais là, c'était par exemple en kilojoules, et ici c'était en kilojoules, et là c'était en joules. Donc faites bien attention, c'était en joules mol par Kelvin. Ici, c'est en kilojoules par mol. Donc faites bien attention quand on vous donne les unités à bien regarder. Et donc, on va passer au dernier calcul. Ok, du coup, on va calculer notre enthalpie libre maintenant. Donc notre formule, c'est celle-ci. On a notre delta H moins T fois delta S. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure, de moins 320 kJ, faites attention, donc ça nous donne 320 000, moins, entre parenthèses, la température en Kelvin, faites bien attention à ne pas vous faire prendre par ce piège, fois donc notre entropie qu'on a trouvé tout à l'heure. Pareil, ici on a un résultat qui est négatif, donc faites bien attention, quand c'est un résultat qui est négatif sur une enthalpie libre, ça veut dire que la réaction elle est spontanée. Si elle est égale à 0, ça veut dire qu'elle est à l'équilibre, sinon ça veut dire qu'elle a besoin d'aide pour réagir. Voilà. Ok, du coup maintenant on va passer à la partie 2 où on change de température, on passe à 600 Kelvin. Okay.
Du coup là, on a des petites aides au calcul. Hein, faites bien attention à bien lire vos énoncés. Ça peut vous aider lors des examens pendant vos calculs. Ok, du coup, là, on va calculer l'entropie à 600 Kelvin. Donc, on commence, on prend toujours notre entropie qu'on a eue à 300 Kelvin, sauf que là, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va avoir un calcul avec une intégrale. Et sachant qu'on nous a dit dans notre énoncé que la capacité calorifique est indépendante de la température, en fait, on peut la sortir et supposer que c'est une constante. Ok ? Du coup, on va la sortir de notre intégrale et ça va ne donner que dt sur t, en gros. Hop, on aura notre Cp ici, le delta des nombres stoichiométriques fois Cp, et avec notre intégrale ici. Et donc, ça va nous donner donc le delta Cp ici, ça va nous donner notre delta Cp. Donc, le delta Cp qu'on va calculer, il sera là. C'est par rapport au tableau qu'on avait tout à l'heure. Vous regardez vos valeurs dans le delta Cp que vous avez, et puis vous allez trouver, vous prenez bien en compte les numéros stoichiométriques, et donc vous trouvez le delta Cp de la réaction. Donc ici, ça nous donne ça, vu qu'on passe de T1 à T2, si on fait l'intégrale de 1 sur T, ça nous fait une différence, ça nous fait ça. Ok ? Du coup, on remplace par nos températures, toujours en Kelvin, faites bien attention. Ok ? Ici, on remplace les valeurs. Moins 40, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Là, on calcule toujours delta Cp, c'est les produits moins les réactifs, avec toujours prendre en compte les nombres stoichiométriques. Ok. Du coup, ça nous donne ça. ln de 600 sur 300. On simplifie, et puis ça va nous donner une entropie de 37,2 joules par mol par Kelvin. Toujours faites attention aux unités. Alors, pourquoi est-ce qu'on calcule delta S à cette température-là ? Donc delta S, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente en fait du désordre. Okay, et vu qu'on a une augmentation de température de 300 à 600 Kelvin, on voit ici que delta S a augmenté. Et donc ça nous prouve bien que delta S, ça représente le désordre. Donc plus il fait chaud, plus il y a de désordre. Voilà. Ok, du coup on va passer à la dernière question. Du coup, on va calculer l'enthalpie libre à 600 degrés. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer l'enthalpie libre à 600 degrés ? Du coup, là, on a calculé tout à l'heure delta S. Qu'est-ce qu'on n'a pas ici dans notre calcul ? On a T, qui est 600 Kelvin. On a ça qui est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et il nous manque delta H. Donc, on va calculer delta H. Okay, pareil pour tout à l'heure, c'est un calcul avec une intégrale. Selon l'énoncé qu'on nous a donné tout à l'heure, on peut toujours sortir delta Cp de l'intégrale. Okay. Du coup, ça va nous donner cette intégrale-là. Et ça, c'est mathématique en fait. Hein. Ça nous donne T2 moins T1, en gros. Donc après, ça reste le même calcul, sauf que c'est l'intégrale en fait qui va changer par rapport à delta S. Donc on va remplacer nos valeurs. Donc delta HT1, c'était moins 320 000, plus 4, donc c'est notre delta Cp, fois la différence de température, okay, ce qu'on a ici, et ça va nous donner notre delta H. On a trouvé notre delta H, qu'est-ce qu'on fait ? On revient sur notre objectif principal, qui va être de calculer donc delta G. Et donc on va remplacer avec les valeurs qu'on a trouvées, et ça va nous donner cette valeur-là. Ok, vu qu'on a trouvé on voit qu'ici c'est une valeur qui est négative toujours, même si on est monté en température. Ce qui nous prouve bien aussi le fait que même si on met en température, ce n'est pas pour cela que delta G sera positif. Okay, c'est une réaction qui est spontanée, donc vu qu'on est toujours en moins, en négatif. Et puis aussi, on pouvait déduire, vu que delta H, pareil, c'était négatif, on peut toujours déduire que c'est une réaction qui est exothermique. Voilà. Ok, du coup, on va passer à l'exercice 3 qui va être plus sur les constantes d'équilibre en thermodynamie, du coup. Et on va chercher à calculer la constante d'équilibre à une température. Et pour ça, on a besoin d'une première étape qui va être de calculer l'enthalpie libre à la première température, qui est du coup à 27 degrés. Donc pour ça, on va utiliser la formule qui est juste ici. Donc delta G, qui est l'enthalpie libre, égale delta H moins TdS. Donc l'enthalpie moins la température fois la variation d'entropie. Donc c'est là. Par rapport à l'enthalpie et à l'entropie à la première température, elles vous étaient données dans l'énoncé. Donc l'entropie, c'était 5 joules par Kelvin par mol.
et l'enthalpie moins 20 kJ par mol. Du coup, faites bien attention aux unités toujours et aux signes. Je l'ai réécrit là, mais vraiment c'est très simple pour éviter quelques erreurs. Du coup, hop, on fait le calcul et on va trouver que l'enthalpie libre à 27 degrés est égale à moins 21,5 kJ par mol, ou du coup moins 21 500 joules par mol. Et ce qu'il faut bien faire attention ici, c'est pour la température, on vous l'a mis en degrés, donc très attention, on la rebascule en Kelvin, et pour tout ça, c'est très simple, vous faites juste plus 273. Voilà, du coup ensuite on passe à la deuxième partie, qui était à proprement parler, calculer la constante d'équilibre numéro 1, donc à la première température. Donc là, vous l'avez vu, il faut le passer en Kelvin, donc on peut directement mettre à 300 Kelvin. Donc pour ça, on va utiliser la formule ln de K égale delta H sur moins RT. Donc là aussi, dans l'énoncé, vous avez dit que la constante R, du coup, on l'arrondissait à l'unité, soit c'est pas 8,3 machin chose, c'est on prend que 8. Généralement, c'est fait comme ça en UE1 pour que ça simplifie les calculs, vous n'avez pas le droit à la calculette, donc ne le faites pas avec la calculette, entraînez-vous. Et du coup, pour ln de K, on remplace par la valeur de l'enthalpie libre qu'on a trouvée juste au-dessus, on n'oublie surtout pas le moins, et ensuite, moins 8 fois 300, la température et la constante R. Donc vous faites le calcul, pour simplifier, on enlève les moins parce qu'il y en a 2, on enlève les deux zéros parce qu'il y en a 2, du coup vous trouvez 215 sur 8 fois 3, 24, parce qu'on connaît ces tables également. Donc vous trouvez ln de K égale 215 sur 24, et là vous trouvez ensuite que ça, par magie ou pas, c'est égal à 9. Et donc là, la règle mathématique pour passer de ln à, pour avoir juste k et enlever le ln, c'est l'exponentielle, parce que c'est deux fonctions du coup qui s'opposent un peu. Du coup, vous faites, en gros là on a loupé une étape, mais si vous faites exponentielle de ln égale exponentielle de 9, exponentielle de ln de a, ça va vous donner a. Du coup, exponentielle de ln de k, ça vous donnera juste k. Donc c'est une petite technique pour simplifier les calculs. Voilà, et donc je l'ai remis ici. On fait surtout très attention aussi, parce que ça permet d'éviter des erreurs qui sont toutes bêtes. Ok, du coup on passe à la troisième et dernière partie de l'exercice, qui va être pour calculer K2, la constante, à une deuxième température. Ici la température qui est moins 23 degrés Celsius. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va faire attention de bien la passer en Kelvin. Et là, elle est inférieure à la première. On s'en fiche un peu, qu'elle soit supérieure ou inférieure. Ça ne change rien finalement. Du coup, pour ça, vous savez, que pour calculer une constante d'équilibre à une deuxième température, à partir d'une constante d'équilibre à une première température, vous utilisez la loi de Van't Hoff. Du coup, on utilise la loi de Van't Hoff, on est tous bien d'accord, donc qui est écrit là, ln de K2 moins ln de K1 égale delta H sur R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2. Ici, vous ne vous trompez pas. Pareil, la loi de Van't Hoff, elle existe sur sous plein de formes. Donc connaissez bien-en une, et vous pouvez toujours la retrouver avec des procédés mathématiques. Ici, donc, vous avez une aide de calcul qui permet de comprendre en fait ce qu'on peut faire avec les ln. C'est-à-dire que le ln de quelque chose sur quelque chose, c'est égal à ln du quelque chose numéro 1 moins ln de quelque chose numéro 2. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure avec les exponentielles. Soit en fait, ln de l'exponentielle de a, c'est égal à a, et exponentielle de ln de a, c'est égal à a aussi. Ça, il faut bien faire attention. C'est des procédés mathématiques et ça peut totalement vous simplifier vos calculs. Du coup, là, on a la formule qu'on va transformer un petit peu. Ce qu'on recherche, en fait, c'est K2, donc on va essayer de l'isoler. Donc, on va passer le ln de K1 de l'autre côté en faisant plus ln de K1. Et là, finalement, on a tout ce qu'on veut. Delta H, on l'a, il a été donné au début. R, on l'a, c'est la constante toujours arrondie à l'unité. T1, on l'a, T2, on l'a. Et K1, on l'a calculé dans la question précédente. Et il suffit de passer ln devant. Donc, à ce compte-là, on remplace toutes les valeurs. Hop. Du coup, ça, on simplifie. Moins 20 000 sur 8, ça fait moins 2500. Ensuite, 1 sur 300 moins 1 sur 250. On calcule aussi avec les fractions. On trouve moins 1 sur 1500. Et plus 9, qui est le ln de notre constante d'équilibre. Toujours pareil. Ln de E de 9, c'est égal à 9. Donc, c'est pour ça qu'on trouve 9 ici, d'accord? Tout simplement. Donc, ensuite, ce calcul encore. Du coup, après ça, on trouve ln de K2 égale moins 2500 fois moins 1 sur 1500 plus 9. Voilà. Donc on va ensuite simplifier le calcul, enfin continuer à faire le calcul. On va trouver ln de K2 égale 5 tiers plus 9. Donc 5 tiers plus 9, on fait pareil, étape de calcul mathématique, vous trouvez 32 sur 3.
Et là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va se servir d'une exponentielle devant le ln, et qui va supprimer du coup le ln. Donc on va trouver K2 égale exponentielle de 32 tiers. Donc voilà, ça sera la constante d'équilibre à la deuxième température. Et voilà, vous avez toutes les étapes de calcul qui sont écrites, et ça permet donc d'arriver à cette deuxième constante. Maxi Boulard de Jeanne.